Tu avais juste 0,1 seconde de retard sur ta livraison. Et les 4 grands diandeurs de la cité magique t'ont plaqué contre le mur. Se déchaînant. Ta sœur, que tu n'avais pas vue depuis longtemps, s'est entraînée comme une folle. Non seulement elle a pris tes sous-vêtements pour les renifler frénétiquement, mais ton meilleur ami d'enfance a secrètement installé un micro-traceur sur toi. La plus grande star de la chanson, socialement anxieuse, te serre la gorge, tout en criant son amour. Même la jeune fille vampire au visage impassible lèche ton sang avec ferveur, tout en murmurant grand frère, tu sens si bon. À ce moment-là, je rentrais juste chez moi après une livraison. En poussant la porte, j'ai été complètement abasourdi. La lumière du salon était allumée, la table renversée, le vase brisé en 1000 morceaux sur le sol. Toute la maison semblait avoir été saccagée. Dames cambrioleurs sont passés par là. Tu fronces les sourcils en voyant ce désordre. Papa, ça va. Tu te précipites pour ouvrir la porte de la chambre de ton père. Dames vêtements sont éparpillés partout. Les tiroirs des armoires sont tous ouverts. Il y avait une valise près du bureau. Tout indique que mon père est parti avec quelques affaires. Et ce, très précipitamment. Dans quelle situation? Avec une pluie pareille. Mon père a-t-il pu perdre la tête? N'aurait-il pas offensé quelqu'un? Qui serait venu se venger? Un mauvais pressentiment envahit soudain ton cœur. La seconde suivante, ton téléphone sonne. Tu jettes un œil à ton téléphone. Une série de messages apparaissent. Papa a eu quelques problèmes. Je dois partir pour un long voyage. Je ne reviendrai pas pendant un certain temps. Pour la rentrée, va seul à la cité magique. Souviens-toi, là-bas. Ne parle de moi à personne. Ne me contacte pas non plus. C'est très important. Ma survie dépend de toi. Ne te préoccupe pas de savoir où je suis allé. Ne t'inquiète pas pour moi non plus. Nous nous reverrons quand tout sera terminé. Mon fils. Vise bien. Ne rentre pas à la maison. Ah non. Je suis déjà à la maison. Le message vient d'être envoyé. Un point d'exclamation rouge apparaît sur l'interface de discussion. Votre contact vous a placé sur sa liste noire. Tu lèves la tête. Incrédule. La porte de la maison est toujours ouverte. Le couloir est plongé dans le noir. D'un silence effrayant. Mon père, voyant que la situation tournait mal, a tout simplement décidé de te sacrifier. Tu n'oublieras pas cette trahison. Sans la moindre hésitation, tu te diriges vers la porte. Il faut partir d'ici. D'abord. Mais à ce moment précis, des bruits de pas désordonnés résonnent dans le couloir. On dirait qu'il y a plus d'une personne. Les pas sont pressés. Ça ne ressemble pas du tout à des voisins. Tu t'arrêtes net. Une sueur froide, mêlée à la pluie, trempe tout ton corps. C'est fini. Ils sont venus me chercher. Tu jettes un œil à l'armoire dans la pièce. Non. Se cacher ne servira à rien. Tu serres les dents, mets ta capuche, et remonte la fermeture éclair de ta tenue de livreur jusqu'en haut. La tête basse. Tu sors de l'appartement et t'avances dans le couloir. Les lumières du couloir, activées par le son, s'allument les unes après les autres. La tête toujours baissée. Tu sors ton téléphone, feignant d'être un livreur en train de vérifier une commande. Du coin de l'œil, tu surveilles constamment les mouvements dans le couloir. Peu de temps après, plusieurs hommes en costume noir et lunettes de soleil apparaissent dans ton champ de vision. Ton cœur s'emballe et te monte à la gorge. Mais tu te forces à rester calme, les yeux fixés sur ton téléphone. Et, jeune homme, attendez un instant. S'il vous plaît. L'homme en noir de tête m'arrête. De fines perles de sueur apparaissent sur ton front. Mais ta voix est calme. Qu'y a-t-il? Il sort une photo. À la lumière. Il la compare avec ton visage. La photo ne te ressemble pas vraiment. Excusez-moi. Pour qui effectuez-vous une livraison? Pour Tante Wang. Au dernier étage. Tu inventes un nom au hasard. L'homme en noir fronce les sourcils. Comment savez-vous qu'elle s'appelle Wang? C'est écrit sur la commande. Tu réponds sans ciller. Alors, avez-vous vu cette personne? Il retourne la photo et te l'attend. Tu jettes un coup d'œil. Le jeune homme sur la photo n'est autre que ton père. Ton cœur s'emballe. Une tempête de pensées te traverse l'esprit. Désolé. Je ne l'ai pas vu. Si c'est tout. Je dois y aller. Ma prochaine livraison va bientôt être en retard. L'homme en noir hoche la tête. Il continue de monter les escaliers. Ce livreur ressemble beaucoup à la personne sur la photo. Un des hommes se penche à l'oreille du chef et murmure. Le chef secoue la tête. Cette photo date de plusieurs décennies. Elle a été laissée par la matriarche. Ce livreur est encore jeune. Ce ne peut pas être lui. Il devrait être plus âgé. Sur ce, il se précipite dans ton appartement. En voyant la porte grande ouverte, leur expression change instantanément. Zut! On est arrivé trop tard. Le vieux maître s'est probablement déjà enfui avec le jeune maître. Il fouille la maison de fond en comble, mais ne trouve rien. À ce moment-là, une voix féminine et langoureuse retentit dans leurs oreillettes. Alors, vous l'avez ramené? Matriarche. Le vieux maître s'est enfui avec le jeune maître.
La voix de l'homme en noir est grave. Ah, petit Lin. Cette fois, c'est moi qui ai gagné le pari. À l'entrée de la résidence, dans une limousine noire, une femme d'âge mûr en robe de soirée noire rit d'un air enjoué. À côté d'elle est assise une jeune fille en robe lolita noire. La jeune fille, anxieuse, se penche vers la vitre de la voiture. Elle essuie la buée et regarde vers la porte de la résidence. Dans la nuit, elle ne voit qu'une silhouette jaune s'enfuir en courant, mais ne distingue pas son visage. Non, il faut que j'aille chez mon grand frère. La jeune fille ouvre brusquement la portière et se précipite dehors. Mademoiselle, il pleut à verse dehors. Le chauffeur se hâte de la suivre avec un parapluie. Oh là là, la petite ligne est encore plus pressée que moi. La femme, seule dans la voiture, sort de son décolleté une photo froissée. Sur la photo, l'homme prend un bain. Mon chéri, tu m'avais promis de venir me chercher dès que j'hériterais de la famille. Maintenant, plus personne ne peut s'opposer à nous. Pourquoi ne veux-tu plus me voir? Elle pose sa main sur sa joue. Son sourire maladif devient de plus en plus tendre. Mais ce n'est pas grave. Mon chéri, tu veux jouer à cache-cache avec moi? D'accord. Mais si je te trouve. Ses pupilles se teintent progressivement de rouge. Il y aura une punition. Mademoiselle, que faites-vous ici? Guxiline venait d'entrer. Plusieurs hommes en noir la regardent. L'air perplexe. Où est la chambre de mon grand frère? Si je ne me trompe pas. Ça doit être celle-ci. Le chef des hommes en noir désigne la porte verrouillée à côté. Ouvrez. Un homme en noir recule de 2 pas et défonce la porte d'un coup de pied. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez aller retrouver ma mère. Oui. Les hommes en noir se retirent docilement. Le chauffeur attend à la porte. Dans la chambre, il ne reste plus que Guxiline. Elle se mord le coin de la lèvre et plonge directement sur le lit. Guxiline serre l'oreiller dans ses bras, y enfouissant son visage. Elle inspire profondément, craignant que l'odeur familière de la chambre ne s'échappe. Mon grand frère a donc cette odeur maintenant. C'est différent d'avant, n'est-ce pas? Mais Xiline adore ça. C'est mon grand frère que je préfère. Le regard de Guxiline devient vague. Elle est complètement enivrée. Pourquoi grand frère ne vient-il pas voir maman? Pourtant, on a envoyé un message pour dire à papa que nous revenions le chercher. Elle fait la moue, un peu contrariée. Papa n'aurait-il pas prévenu grand frère? Grand frère doit être en train de jouer à cache-cache avec moi. Je trouverai certainement mon grand frère. Une fois que j'aurai trouvé grand frère, que devrais-je faire? D'abord, j'irai avec grand frère. Ensuite, avec grand frère. Et pour finir, je ferai du mal à grand frère. Après avoir divagué, Guxiline se lève du lit à contre-cœur. Elle ouvre l'armoire, prend tous les vêtements et les serre contre elle. De l'autre main, elle saisit l'oreiller. Elle sort de la chambre. Mademoiselle, vous êtes venue pour piller la maison? Le chauffeur la regarde. Stupéfait. Ça ne te regarde pas. Mademoiselle, avez-vous besoin que je vous aide à porter? Non. Guxiline lance un regard noir au chauffeur. Il se tait aussitôt. Il ouvre silencieusement le parapluie et ne dit plus un mot. La pluie tombe à verse. Tu cours à toutes jambes. Tu trouves une boutique loin de la résidence et y entres. Après t'être assuré que les hommes en noir ne t'avaient pas suivi, tu pousses enfin un soupir de soulagement. Le patron, te voyant trempé jusqu'aux os, te regarde comme s'il avait vu un fantôme. Il demande timidement, jeune homme. Vous voulez acheter quelque chose? Tu souris, gêné. Je viens juste m'abriter de la pluie. Je pars tout de suite. Patron, ne faites pas ça. Tu n'as même pas fini ta phrase que la porte se referme bruyamment. Tu es directement poussé dehors. Tu perds l'équilibre et tombes sous la pluie. Mais non. Je vous assure que je pars tout de suite. Tu colles ton visage contre la vitre, regardant le patron d'un air suppliant. Jeune homme, vous faites fuir les clients. Le patron te lance un parapluie en plastique. Rentre vite chez toi. Ce parapluie, c'est cadeau. Tu pousses un long soupir. Tu prends le parapluie. Sors ton téléphone et regarde ton solde. Tu serres les dents. Scanne le code et paie. Paiement réussi. Solde 10. 86. Tu n'acceptes jamais rien gratuitement des autres. Mais avec ça, tes poches déjà vides sont encore plus démunies. Tout l'argent que tu as gagné en travaillant, tu l'as donné à ton père. C'est lui qui gérait les dépenses. Et voilà qu'il s'enfuit avec l'argent, sans même te laisser un centime. Ces divans sont tes dernières économies. Papa, je ne te le pardonnerai pas. Recroquevillé sous un pont. Tu trembles de froid. Tu ouvres ton téléphone et sélectionnes un contact. Proprio. Tu es là. Mon pote a des ennuis. Tu peux m'aider? Mon pote. Je suis à la rue. Je peux squatter ton appart pour quelque temps. Je paierai le loyer au prix normal. Je serai peut-être en retard de quelques paiements. Je te rembourserai en travaillant plus tard. Attends-moi. J'arrive tout de suite. Cette personne, surnommée Proprio, n'en fait pas un propriétaire. C'est ta meilleure amie.
Song Wens. C'est parce qu'elle possède plusieurs appartements. Ses parents ne sont plus là. Et elle vit des loyers qu'elle perçoit. C'est donc le surnom que je lui ai donné. Très vite. Une jeune fille aux cheveux blonds descend d'une voiture qui vient de s'arrêter. Elle tient dans ses bras une couverture rose. Elle regarde autour d'elle. Et t'aperçoit assis sous le pont. Elle court vers toi et pose la couverture sur tes épaules. Toi, presque gelé. Tu t'enveloppes dans la couverture. Tu sens enfin un peu de chaleur. Tu lèves les yeux et croises le joli regard de Song Wens. Tu lui souris. Gêné. J'ai failli mourir de froid. Je te dois la vie. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésite pas. J'irai au feu pour toi. Ça va. Arrête. Dit-elle en t'interrompant précipitamment. Dans son regard, on peut lire une profonde compassion en te voyant recroquevillé. Elle te prend la main. Viens. Rentrons à la maison. Chez toi? Tu es un peu surpris. Tu pensais qu'elle t'emmènerait directement dans un nouvel appartement à louer. Ce soir, tu dors chez moi. On cherchera un appartement demain. Sans te laisser le temps de refuser. Elle te tire dans un taxi. Alors, que s'est-il passé exactement? Elle se tourne. Son regard posé sur toi. Tu allais parler. Mais tu te dis soudain que ce n'est pas une bonne idée. Si les gens qui cherchent mon père me suivent, et que Song Wens se retrouve mêlé à ça, ce sera un problème. Je ne peux pas la mettre en danger. Et puis, ce n'est qu'une fille sans défense. Tu évites son regard, et inventes une excuse. On devait trop d'argent au propriétaire. On s'est fait expulser ce soir. Song Wens plisse les yeux. Vraiment? Je t'ai déjà proposé de venir vivre chez moi. Pourquoi as-tu refusé? Je ne te fais même pas payer de loyer. Tu n'es toujours pas satisfait. Après avoir dit ça, elle se détourne, faisant la moue comme si elle boudait. Je ne profiterai jamais d'un ami, même si je dois en mourir. C'est ma ligne de conduite. Dis-tu d'un air très sérieux. Ce qui la fait rire. Elle t'interrompt avec un sourire malicieux. Et comment comptes-tu me remercier de t'avoir sauvé la vie? Comment comptes-tu me remercier? Tu réfléchis un instant, puis secoues la tête. Je ne sais pas. Dis-moi ce que tu veux, tant que je peux le faire. C'est toi qui l'as dit. Elle te lance un regard plein de sous-entendus. Tu n'y penses pas plus que ça. Une bonne amie ne peut pas avoir de mauvaises intentions. N'est-ce pas? Au pire, elle te demandera de faire des corvées pour elle. C'était comme ça la dernière fois que tu lui as emprunté de l'argent. Tu regardes par la fenêtre de la voiture. Les néons multicolores se brouillent dans la pluie. Proprio. J'envie vraiment les gens riches comme vous. Tu ne peux t'empêcher de soupirer. Pas besoin de se soucier du regard des autres, ni de s'inquiéter de la fin du mois. Comment dit-on déjà? Ta vie. C'est mon rêve. Une voix nonchalante s'élève à côté de toi. Certaines personnes ont l'occasion de vivre cette vie, mais ne savent pas la saisir. Tu te tournes et te désignes. Tu parles de moi? Ne plaisante pas. À part gagner à la loterie, je ne vois pas comment ma famille pourrait s'en sortir. Elle lève les yeux au ciel et ne dit plus rien. Le taxi roule longtemps, pour finalement s'arrêter devant une grande villa. Et, proprio, tu as déménagé? Ce n'est pas la première fois que tu viens chez elle. Vos deux maisons n'étaient pas loin l'une de l'autre. Quand vous étiez petit, elle t'invitait souvent à jouer. À l'époque, ses parents revenaient de temps en temps. Tu les connaissais bien aussi. Vos deux familles étaient si proches qu'on aurait dit une seule. J'ai déménagé ici après le bac. Je t'ai invité à venir. Mais tu n'as pas voulu. Dit-elle d'un air résigné. Tu te grattes la tête. Gênée. C'est juste que je devais travailler. Je n'avais pas le temps. Elle sort une clé de sa poche et te la tend. C'est la clé de la villa. Va d'abord prendre une douche. Tu prends la clé. Un peu perplexe. Tu ne rentres pas. Je vais t'acheter des vêtements. Il faut bien se changer après la douche. Non? Mais avec cette pluie, ce n'est pas prudent pour toi de sortir sale. Je peux ne pas me doucher. Va-t'en. Dégoûtant, dit-elle avec une expression de dégoût. Elle te tend un parapluie et te pousse sans ménagement hors de la voiture. D'accord. Note l'argent pour les vêtements. Je te rembourserai tout en même temps. Tu te dis qu'un homme peut bien être un peu sale, mais il ne faut pas salir la maison des autres. Sur ce, tu te diriges vers la villa. Dans le taxi, il ne reste plus que Song Wens et le chauffeur. Xiao Jian. Prochain arrêt. L'appartement Nanu. Ce n'était pas un taxi ordinaire. C'était clairement une voiture privée déguisée en taxi. Le chauffeur était aussi de la famille Song, envoyé spécialement pour être le chauffeur personnel de Song Wens. Song Wens n'était pas une simple proprio. Elle était la jeune héritière de la famille Song, l'une des 4 grandes familles de la cité magique. À l'époque, la famille Song était en plein chaos. Pour la protéger, ses parents l'ont envoyée à Xuancheng. Plus tard, la crise familiale s'est apaisée, mais la jeune héritière a décidé de rester à Xuancheng. Mais tout ça, tu ne le savais probablement pas. À tes yeux, Song Wens n'était qu'une riche héritière ordinaire. Voyons voir ce que mon chéri va faire. Song Wens esquisse un léger sourire.
J'espère que tu ne gâcheras pas tous mes efforts. Sur ce, elle sort un téléphone. L'écran affiche l'intérieur de la villa. À ce moment, tu enlèves tes vêtements trempés. Tu restes sous l'avant-toit, pour t'assurer de ne plus goûter avant d'entrer dans la villa. Les lumières de la villa sont encore allumées. Song Wen semble être parti précipitamment. Tu lèves les yeux vers l'immense lustre au plafond, puis jettes un coup d'œil au canapé de luxe dans le salon. La décoration de cette villa est encore plus somptueuse qu'avant. C'est une véritable révélation pour toi. Je savais que Proprio était riche, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le soit à ce point. Je me demande comment va mon père maintenant. Tu regardes par la fenêtre. Non seulement la pluie ne s'est pas arrêtée, mais elle redouble d'intensité. Papa, je ne te demande pas de m'offrir une grande villa, mais ne t'enfuis pas avec mon argent de poche. Tu soupires. Tu fais le tour du rez-de-chaussée sans trouver de salle de douche. Tu montes donc les escaliers jusqu'au 2e étage. Un long couloir s'offre à ta vue. De nombreuses peintures murales sont accrochées au mur. Tu regardes ces tableaux avec stupeur. Ce n'est pas que tu sois surpris par leur beauté, mais parce que ces tableaux sont tout de ta main. Quand tu étais à l'école primaire, tu aimais se dessiner, mais tes compétences étaient discutables. Heureusement, Song Wen s'était douée pour le dessin. Elle est donc devenue ton professeur de peinture. Une fois terminée, Song Wen gardait tes dessins. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle les ait tous accrochés au mur. Mon chéri, maintenant tu devrais comprendre mes sentiments pour toi. Song Wen regarde la scène avec intérêt, attendant ta réaction. Effectivement, tes yeux s'embuent un peu. Je ne pensais pas que Proprio était si attentionné. Très touché. C'est vraiment ma meilleure amie. Ces mots parviennent aux oreilles de Song Wen. Et son visage s'assombrit instantanément. Bizarre. Pourquoi une si grande villa n'a-t-elle pas de salle de douche? Tu as parcouru tout le couloir sans en voir. Ding. Ton téléphone sonne. C'est un message de Song Wen. J'ai oublié de te dire. La villa n'a pas de salle de douche indépendante. Il n'y en a qu'une dans ma chambre. Ma chambre est au 2e étage. C'est celle où la lumière est allumée. Tu te dépêches de lui demander, ce n'est pas un peu déplacé? Elle ne répond pas. Tu lèves les yeux vers sa chambre. Tu hésites un instant. Puis tu pousses la porte et entres. Les murs sont roses. Sur le grand lit blanc, il y a un ours en peluche géant. On dirait qu'elle s'en sert comme d'un coussin. Elle l'a encore gardé. Tu reconnais tout de suite. Le cadeau d'anniversaire que tu lui as offert quand vous étiez petit. Comment a-t-il pu devenir comme ça? L'ours en peluche a plusieurs petits trous. Mais Song Wen les a tout recousus. C'est exact. Mon chéri. Song Wen esquisse un léger sourire. Je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Elle a délibérément percé l'ourson. Puis l'a recousu, le plaçant sur son lit. Comme si cela pouvait prouver ses sentiments. Vraiment. À son âge. Dormir encore avec un ours en peluche. Tu ne peux t'empêcher de marmonner. Song Wen regarde l'écran de son téléphone. Sans voix. C'est ça l'important. À côté du lit se trouve un bureau et une table d'ordinateur. Dessus, un journal intime est ouvert. L'écriture est clairement visible. Tiens, depuis quand Proprio écrit-elle un journal? Tu te souviens qu'elle n'avait pas cette habitude avant. Ce journal a été soigneusement préparé par Song Wen. Mon chéri, en lisant ce journal, tu comprendras sûrement. Elle n'a pas fini sa phrase que, vraiment, elle écrit et ne le range même pas. Heureusement que c'est moi qui suis là. Et si quelqu'un d'autre l'avait vu? Tu l'aides à refermer le journal et place soigneusement le stylo entre les pages. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Song Wen réprime l'envie de rentrer chez elle en courant. Il reste une dernière carte à jouer. Dring dring dring. Tu sursautes au son soudain du réveil. Tu te tournes vers l'armoire de la chambre. Pourquoi a-t-elle mis le réveil dans l'armoire? Tu fronces les sourcils. Song Wen esquisse un léger sourire. C'était prémédité. Il suffit d'ouvrir l'armoire pour découvrir qu'elle est tapissée de photos de vous deux. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Après tout, c'est l'armoire d'une fille. Tu retires la main que tu allais poser sur la poignée. Tu te dis qu'il vaut mieux la laisser le sortir elle-même. Quelle tête de mule. Une vraie tête de mule. Dans le taxi, les yeux de Song Wen brillent d'une lueur rouge. Son sourire se tord de colère. Tu n'as donc absolument pas remarqué mes sentiments. Mais ce n'est pas grave. Quand je rentrerai, je te le ferai comprendre. Pour l'instant, je vais prendre un petit acompte. Son doigt glisse sur l'écran. La caméra passe à la salle de bain. Son expression devient progressivement étrange. Guyane. Un peu plus tard, la voiture s'arrête devant un immeuble. Mademoiselle, nous sommes arrivés, rappelle le chauffeur. Zut, pourquoi maintenant? Elle pose son téléphone à contre-cœur. Alors, mademoiselle, que comptez-vous faire? Ce n'est rien. Attends-moi ici. Song Wen sort de la voiture et ouvre le coffre. Elle en sort un grand sac en toile blanc. Ne devions-nous pas acheter des vêtements pour Monsieur Gu? Demande le chauffeur. Perplexe. Song Wen ne répond pas. Elle traîne le sac sous la pluie battante et entre dans l'immeuble. Ses cheveux sont trempés, mais elle n'y prête aucune attention.
Où est-ce que je pourrais bien mettre ça? Elle ouvre le sac. Il est rempli de micro-caméras. Sous la faible lumière, elle semble avoir oublié de contrôler son expression. Un filet de bave s'échappe du coin de sa bouche. Laisse-moi bien décorer ta nouvelle maison. Dans la salle de bain, tu fredonnes. L'eau chaude lave la fatigue de ton corps. Tu te demandes en même temps pourquoi Proprio n'est toujours pas rentré. Au moment où tu allais sortir ton téléphone pour lui demander, tu entends le bruit lourd de la porte du rez-de-chaussée qui se ferme, accompagné de bruits de pas précipités. Peu de temps après, on frappe à la porte. Guyane, tu as fini de te laver. Je t'ai apporté des vêtements. Merci. Je noterai combien ça coûte. Je te rembourserai plus tard. Et puis, le réveil dans ton armoire n'arrête pas de sonner. Tu devrais l'éteindre. Très vite. Le son du réveil s'arrête. La voix de Song Wen-si se fait de nouveau entendre. L'argent pour les vêtements. Je l'ajouterai au loyer. D'accord. Pas de problème. Tu ne te poses pas de questions. Et accepte volontiers. Alors, j'entre pour te donner les vêtements. D'accord? Ouvre vite. Non. Tu n'as qu'à me les passer. Tu t'enveloppes dans une serviette de bain. Et entr'ouvre la porte. Pff, quel radin, marmonne-t-elle. Mécontente. En te glissant le sac. Tu ouvres le sac. Une odeur familière et parfumée s'en dégage. Tu fronces les sourcils. Quelle boutique vend des vêtements aussi parfumés? Ont-ils vaporisé du parfum de Suez Express? Et puis, pourquoi cette odeur m'est-elle si familière? Tu n'y penses pas plus que ça. Et enfile les sous-vêtements. On dirait que c'est un peu serré. Proprio, est-ce que tu n'as pas acheté une taille trop petite? Je ne connais pas ta taille. Je ne t'ai jamais acheté de vêtements avant. Sa voix semble un peu blessée. D'accord. Un peu serré. C'est un peu serré. Tu fouilles encore dans le sac, en regardant le caleçon rose avec des motifs de dessin animés dans ta main. Tu restes pensif. Proprio, je ne m'attendais pas à ce que tu m'achètes ce genre de choses. Dépêche-toi de l'enfiler. Si tu dis un mot de plus, je ne te parle plus. Elle t'interrompt, rouge de honte. Bien que le caleçon soit aussi un peu serré, il est tout juste portable. En regardant le sac rempli de vêtements, ton cœur se réchauffe. Je ne pensais pas qu'elle serait si attentionnée. Je prends ses vêtements. Merci. Mon pote. Dehors. Un sourire étrange se dessine sur les lèvres de Song Wen-si. Maintenant, il va falloir que je m'achète des vêtements. Quand tu sors de la salle de bain, tu la trouves assise sur le lit, te fixant intensément. Qu'y a-t-il? Tu ne peux t'empêcher de demander. Rien. Elle détourne rapidement le regard. C'est à mon tour de prendre ma douche. Elle se dirige à grands pas vers la salle de bain et ferme la porte. Song Wen-si marmonne pour elle-même. Stupide Guyane. Faut-il que j'en arrive là? Mais ce n'est pas grave. Ce n'est rien si une fille prend un peu les devants. Elle se regarde dans le miroir et se lèche les lèvres, en contemplant son visage et son corps parfait. Je vais te montrer que je suis une fille, pas ton bon pote. Ne regarde pas. D'accord? Dit-elle. Et le bruit de l'eau qui coule se fait entendre. Tu lèves les yeux au ciel en direction de la salle de bain. Puis tu commences à regarder ton téléphone, à la recherche d'un petit boulot convenable. Peu de temps après, la voix de Song Wen-si retentit de la salle de bain. Aïe. J'ai oublié de prendre une serviette. Guyane. Tu peux m'en apporter une? Tu demandes, il n'y a pas de serviette dans la salle de bain. D'habitude. Je vis seule. Alors je n'ai pas autant de serviettes. Sa voix est légère. Il y en a une accrochée sur le balcon. Tu peux me l'apporter? D'accord. Tu te lèves et prends la serviette sur le balcon. Tu t'approches de la porte de la salle de bain. Sa voix se fait de nouveau entendre. Entre. Tu crois avoir mal entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Elle répète. Entre. Tu restes figé sur place. L'esprit complètement vide. Proprio est si extraverti que ça? Ou est-ce que tous les riches sont comme ça? Ton corps est comme paralysé. Incapable de bouger. Ton cœur bat la chamade. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'entrer. Son ton est toujours aussi calme. Comme si elle parlait de quelque chose d'anodin. On est peut-être des potes. Mais, même entre potes, on ne peut pas être aussi franc. Tu essaies de parler avec le plus de droiture possible. Pourquoi? Demande Song Wen-si en riant. Parce que tu es une fille. Alors tu sais que je suis une fille. Elle murmure d'une voix douce. Puis un sourire étrange se dessine sur ses lèvres. Clic. La poignée de la porte tourne. La porte de la salle de bain s'ouvre. Tu fermes les yeux précipitamment et te retournes. Non. Proprio. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'approche de toi avec légèreté. Et te murmure à l'oreille. Qu'y a-t-il? Guyane? Son souffle a un parfum subtil. La chaleur de l'air chaud rend sa voix comme ce qui te donne des frissons instantanément. Ce n'est pas une bonne idée de plaisanter comme ça entre amis. Tu essaies de prendre tes distances. Qu'y a-t-il? Les bons amis ne devraient-ils pas être francs l'un envers l'autre? La voix de Song Wen-si est incroyablement douce. Complètement différente de d'habitude. Ta définition de franc n'est peut-être pas la même que la mienne. Tu fais un pas en avant, essayant de t'échapper.
Mais elle t'attrape la main. Tel un elfe dansant. Elle tournoie et se place devant toi, te barrant la route. Sous la lumière chaude, elle se met sur la pointe des pieds, son front collé au tien. Guyane. Tu ne comprends toujours pas. Sa voix est douce et désossée, avec une pointe de tristesse. Tu m'as fait attendre si longtemps. Tu es vraiment cruel. Tu es comme une statue de bois, figée sur place, immobile. Song Wen se mord les lèvres. Ses yeux brillent. En fait. Attends. Tu fermes les yeux, jettes la serviette sur le lit, et te mets à courir. Bang. Tu trébuches sur une chaise et t'étales de tout ton long. Sans te soucier de la douleur. Tu te relèves et te précipites vers la porte. Avec un claquement de porte. Song Wen reste figé sur place, regardant fixement la direction où tu es parti. Son visage s'assombrit instantanément. Un sourire froid se dessine au coin de ses lèvres. Et Guyane. C'est donc ça ta réponse? Une larme coule sur sa joue. Une lueur rouge étrange brille dans ses yeux. Sa respiration devient saccadée. Guyane. Guyane. Murmure-t-elle pour elle-même. Elle se retourne brusquement et ouvre l'armoire, arrachant frénétiquement les photos qui y sont collées en masse. Ses mains tremblent légèrement. Elle serre les photos comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Sur les photos, on vous voit. De votre rencontre à la fin du lycée. Chaque petit moment. Son humeur s'apaise un peu. Elle respire bruyamment. Ses joues sont rouges. Yann. Pourquoi? Pourquoi ne comprends-tu pas? Pourquoi fuis-tu mes sentiments? Nous avons traversé tant de choses ensemble. Pourquoi me rejettes-tu? Son regard se pose sur l'ours en peluche sur le lit. Elle s'approche lentement, le saisit et l'amène sur le bureau. Elle prend un cutter. Et bientôt, le coton de l'ours en peluche jaillit. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Elle frappe encore et encore. L'ours en peluche devient progressivement méconnaissable. Guyane. Pourquoi? Pourquoi? Ses yeux rouges vifs fixes. L'ours en peluche dans ses mains. Elle le secoue frénétiquement. Parle. Guyane. Je sais. Tu ne m'aimes pas encore assez. C'est pour ça que tu ne peux pas encore accepter mes sentiments. En fait, tu as tout compris. Tu fais juste semblant. Tu m'as menti pendant toutes ces années. J'ai raison. N'est-ce pas? Guyane. L'ours en peluche reste immobile, confirmant silencieusement son accusation. Et, je le savais. Mais ce n'est pas grave. Mon chéri, je vais lentement cultiver nos sentiments, jusqu'à ce que ton monde ne contienne que moi, et ne puisse contenir que moi. Ses yeux sont vagues, complètement absorbés par ses propres fantasmes. L'ours en peluche est serré fort dans ses bras, se déchirant sous la pression. Le coton explose partout. Guyane. Elle s'effondre sur le sol, angoissée. De ses mains tremblantes, elle ramasse le coton et le remet maladroitement dans l'ours en peluche. Mais plus elle se dépêche, plus les dégâts s'aggravent. Finalement, l'ours en peluche crache son dernier morceau de coton, devenant un simple morceau de tissu couvert de cicatrices. Je me suis trompée. Guyane. Je n'aurais pas dû te laisser partir si facilement. Ah! Guyane. Je ne te laisserai plus le droit de me refuser. Tu resteras à mes côtés. Pour toujours. Pour toujours. Mon chéri. C'est toi qui m'y as forcé. Sur ce, elle sort son téléphone sans hésiter, ouvre l'application de localisation, et s'apprête à faire venir ses gardes du corps pour te capturer. En regardant la localisation, elle écarquille les yeux. Hein? Pourquoi le point rouge sur la carte se déplace-t-il si vite? Et en plus, en direction de la villa. Bang! La porte de la villa au rez-de-chaussée s'ouvre. Un cri retentit, proprio. Je suis de retour. Song Wen reste figé sur place, ne s'attendant absolument pas à ton retour soudain. Pourquoi? Pourquoi? Elle répète ces trois mots, un peu désemparée pendant un instant, réalisant que tu vas bientôt monter. Song Wen reprend brusquement ses esprits. Guyane. Attends une minute. Ne monte pas. Sa voix est un peu paniquée. HM. Proprio. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perplexe. Je suis en train de me changer. N'entre pas. Elle nettoie le coton par terre en toute hâte. Tiens. Tout à l'heure. Tu ne m'as pas dit d'entrer directement dans la salle de bain. Tu te grattes la tête. Pervers. À ce moment-là, j'étais enroulée dans une serviette de bain. Répond-elle tout en rangeant. Tu ne m'as pas demandé de t'apporter une serviette de bain. Je suis encore plus perplexe. J'ai besoin de 2 serviettes de bain pour me sécher. Ça ne se peut pas. Son ton est un peu paniqué. Ouf. J'ai eu peur. Proprio. Mon pote. J'ai failli perdre ma pureté. D'accord. Alors dépêche-toi. Je pousse un soupir de soulagement. Song Wens. Paniqué. Nettoie le sol. Met le coton. Et les morceaux de tissu déchirés en vrac dans l'armoire. Puis elle grimpe rapidement sur le lit. Et enfouit sa tête dans l'oreiller, craignant que tu ne vois ses larmes. D'accord. Tu peux entrer maintenant. Tu pousses la porte de la chambre. Un sac à la main. Et t'assieds sur le bord du lit. Guyane. Pourquoi es-tu revenu?
Sa tête est toujours enfouie dans l'oreiller. Elle marmonne à voix basse. Pourquoi ne pourrais-je pas revenir? Tu as l'air complètement perdu. Pourquoi es-tu revenu? Par pitié pour moi. Elle reste allongée, serrant les dents, n'osant pas te regarder en face. En entendant ça, tu es encore plus confus. Tu te remémores un instant. À ce moment-là, tu es venu vers moi sans vêtements. Et tu as collé ta tête sur mon front. Et tu te souviens de ce que j'ai dit ensuite. Sa voix est pleine de colère. Ses joues sont rouges. Ah, je n'en ai aucune idée. Tu n'avais pas de la fièvre? Je suis juste sortie t'acheter des médicaments. Tu brandis le sac dans ta main. Il se fait tard. Si j'étais partie plus tard, la pharmacie aurait été fermée. Cette fois, Song Wen est un peu abasourdie. Le silence s'installe dans la chambre. Au bout d'un moment, elle se retourne. Ses grands yeux sont remplis de surprise. Sans se soucier de son apparence éplorée, elle te regarde avec des yeux larmoyants. J'ai de la fièvre. Oh, pourquoi pleures-tu? Tu te sens très mal. Tu es un peu désemparée. La regardant avec un air inquiet. Song Wen ne réagit pas. Tu paniques un peu. Parler n'est pas la solution. Ne pas parler non plus. Tu t'approches rapidement du lit. Jette les médicaments de côté. Tu te sens très mal. Quand tu as approché ton front tout à l'heure, j'ai senti qu'il était brûlant. C'est là que j'ai réalisé que tu avais de la fièvre. Alors je suis vite allée acheter des médicaments. Tu n'as pas attrapé froid en sortant acheter des vêtements sous la pluie? Tu essaies d'expliquer tes actions précédentes, pensant qu'elle pleure parce qu'elle se sent mal à cause de la fièvre. Je sais que tu as une santé fragile. Dès que tu es sous la pluie, tu attrapes un rhume. Et un rhume se transforme en fièvre. Si tu ne prends pas de médicaments, le rhume ne guérit jamais. J'explique de manière incohérente. Mais Song Wen ne bouge pas. Ses jolis yeux te fixent intensément. Les larmes continuant de couler. Tu es encore plus inquiet. Ai-je encore dit quelque chose de mal? Mais je ne sais pas comment m'expliquer. Autant s'excuser directement. Oh, Wens. Désolé. Je n'aurais pas dû te faire attendre si longtemps. C'est juste qu'il ne me restait que 10 yuan. Je ne pouvais pas prendre de taxi. J'ai dû courir à la pharmacie pour t'acheter des médicaments. Beaucoup de pharmacies du coin étaient déjà fermées. J'ai dû en faire plusieurs avant de pouvoir t'acheter des médicaments. Tu poses ta main sur son front, puis sur le tien. En comparant les températures, c'est encore plus chaud que tout à l'heure. Allonge-toi vite. Je vais te préparer le médicament. Au moment où tu te retournes pour aller chercher de l'eau, un pied te retient fermement. Est-ce ce qu'elle n'est pas prête à me laisser tranquille? Tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Tu te retournes. Un peu effrayé. Tu as peur que Proprio soit en colère contre toi. Tu te sens aussi un peu coupable. Avec une pluie pareille, tu n'aurais jamais dû laisser une fille sortir pour t'acheter des vêtements. Mais surtout, tu as honte. Tu as fait pleurer Song Wen-si. Tu n'as pas rempli ton devoir d'ami. Tu es en colère? Demandes-tu timidement. Non. Peut-être à cause de la fièvre. Une rougeur apparaît sur le visage de Song Wen. Cette sensation est si familière. Vous avez grandi ensemble. Les parents de Song Wen étaient rarement à ses côtés. Habituellement, quand il était malade, la nounou de la maison s'occupait d'elle. Mais à chaque fois qu'elle était malade et absente de l'école, tu venais la voir à la maison. Parfois, c'était pour lui apporter ses devoirs et l'aider à rattraper son retard. Parfois, tu aidais aussi la nounou à s'occuper d'elle. En grandissant, sa santé semble s'être améliorée. Elle n'a presque jamais été malade. Surtout depuis le lycée. Tu étais occupé par tes études et tu n'étais pas venu chez elle depuis longtemps. Encore moins pour t'occuper d'elle comme ça. Alors je vais te préparer tes médicaments. Tu dis ça et tu te lèves. Ne bouge pas. Une force violente tire sur tes vêtements, te faisant perdre l'équilibre et tomber sur le lit. Et puis, un corps souple t'enlace par derrière. J'ai si peur. Sa voix est douce et porte une légère note de pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses que Song Wen doit délirer à cause de la fièvre? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tu iras mieux très vite après avoir pris tes médicaments. Patiente un peu. D'accord? Tu pousses doucement Song Wen derrière toi. Mais, elle s'accroche à toi comme de la superglue. C'est bon. C'est bon. Tu n'es plus un enfant. Quand on est malade, il faut bien se reposer. Ton ton doux semble avoir touché une corde sensible chez Song Wen. Elle serre ta taille encore plus fort. Doucement. Proprio. Quand es-tu devenue si forte? Tu grimaces de douleur. Guyane. Tu t'occupes si bien de moi. Comment puis-je te remercier? Song Wen se frotte contre ton dos. Tu peux me rendre les 10 yuan que j'ai dépensés pour les médicaments? Réponds-tu? Non. Song Wen semble vraiment délirer à cause de la fièvre. Sa voix est faible et sans force. En entendant cela, tu as l'air perplexe. Tu ne peux t'empêcher de penser. Pourquoi Proprio est-elle si radine? Mais tu te retournes et la regardes. Les yeux déjà fermés. Blottis contre toi. Tu souris et la taquines. Alors, qu'est-ce que tu comptes m'offrir? En entendant cette question, Song Wen gémit quelques mots. Tu n'as pas bien entendu. Tu te penches donc.
et approche ton oreille de la bouche de Song-Wens. Je veux te mettre dans mon. Tu restes figé. Avant même que ton cerveau ne redémarre. Ta tête est violemment plaquée sur le lit. Proprio. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te battre? Attends au moins d'être guéri. Guyane. Song-Wens plisse les yeux. Ses pupilles roses en forme de cœur brillent. Tu veux essayer? Moi. À 39 degrés. À ce moment-là, tu la regardes. Abasourdi. Cette fille a vraiment une forte fièvre. Elle ne sait même plus ce qu'elle dit. En la voyant dans un état second, son petit visage délicat est encore rouge. Tu ne peux t'empêcher de pincer la joue de ton amie. Plutôt mignonne. Sois sage. Yann. La voix de Song-Wen s'affaiblit. Peu de temps après, sa respiration devient régulière. On dirait qu'elle s'est endormie. Mais ses mains sont encore agitées. Un moment, elle te caresse comme un chat. Un autre, elle te tapote la tête comme un enfant. Tu éclates de rire. Alors, à ses yeux, tu es un animal de compagnie. Ou alors un gamin. Je ne pensais pas que Proprio parlait dans son sommeil. Une idée te vient soudain à l'esprit. Si je prenais une photo d'elle comme ça et que j'enregistrais sa voix. Quand elle se réveillera, elle me suppliera de tout effacer. Et là, je pourrais lui faire tout ce que je veux. Peut-être commencer par lui faire me rembourser les médicaments. Aussitôt dit. Aussitôt fait. Tu sors ton téléphone et la mitraille de photos. Ensuite, tu actives l'enregistreur et approches le téléphone de sa bouche. Parfait. Tu te prépares à te lever avec un sourire malicieux. Mais tu te rends compte que même endormie, elle est comme suspendue à toi. Ses bras sont enroulés autour de ton cou. Son menton repose sur ton épaule. Et son souffle chaud te caresse le visage de temps en temps. Non. Mais comment je vais dormir comme ça? Vu que c'est une amie. Tu prends sur toi. Le matin, un rayon de soleil traverse la fenêtre et caresse le visage de Song-Wens. Elle ouvre légèrement les yeux. Elle te voit allongé à côté d'elle. À ce moment-là, tu as d'énormes cernes sous les yeux. Tu la fixes intensément, le visage plein de ressentiment. Parce que ton bras est engourdi sous son poids. Complètement insensible. Mais tu n'oses pas bouger. De peur de la réveiller. Pire encore, tu te sens maintenant complètement vidé de ton énergie. Comme si toute ta vitalité avait été aspirée. Song-Wen s'est encore à moitié endormie. Elle plisse les yeux et te regarde un instant. Puis approche son visage. Puis referme les yeux, se blottissant un peu plus contre toi, prête à se rendormir. Proprio, tu as vu l'heure qu'il est? Ta voix est rauque. Depuis ce matin, tu as mal à la gorge. Elle t'a probablement contaminé. En plus, hier soir, tu as dû rester sagement allongé, lui servant de coussin humain. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Song-Wens fait comme si elle n'avait pas entendu, continuant à t'enlacer le cou. Tranquillement, allongé dans tes bras. Tu soupires intérieurement. Elle est malade comme ça. C'est un peu de ta faute. En pensant à ça, ta colère s'apaise un peu. Tu as probablement été pris pour cet ours en peluche. Tu bâilles. Ton regard parcourt la chambre. Bizarre. Où est passé cet ours en peluche? Il était là avant. Pourtant, ce n'est qu'à midi que Song-Wen s'ouvre enfin les yeux. Elle a l'air bien mieux. Et ses esprits sont plus clairs. Proprio. Tu as bien dormi. Dis-tu en détachant chaque syllabe. HM. Très bien. Et toi? Guyane. Tu as bien dormi. Elle s'assoit. Et s'étire. La lumière du soleil traverse son fin pyjama, dessinant les courbes de son corps. Alors, allons voir les appartements à louer. Au moment où tu allais te lever, elle te repousse sur le lit. Proprio. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade. Elle a vivement remarqué ton état anormal. Une lueur étrange brille dans ses yeux. On dirait que tu es malade aussi. Aujourd'hui, reste au lit et repose-toi. Tu souris amèrement et secoues la tête. Ce n'est qu'un petit rhum. Ce n'est rien. Une fois, j'avais une telle fièvre que mes jambes ne me portaient plus. Et j'ai quand même travaillé toute la journée. Pas de temps à perdre. Allons vite voir les appartements. Non. Sa voix est très ferme. Reste sagement au lit à la maison. Quand tu seras guéri, je t'emmènerai voir les appartements. D'ailleurs, sa voix s'adoucit. Je ne me suis encore jamais occupée de toi quand tu étais malade. Une nuit sans dormir. Ajouté à la fièvre. Tu es en effet assez fatigué. Tu as donc cédé. D'accord. Alors je compte sur toi. Sur ce, tu fermes lentement les yeux. Ta vision se brouille progressivement. Ta respiration devient régulière. Song-Wen s'est accroupi près du lit. Un sourire malicieux aux lèvres. Guyane. Laisse-moi bien m'occuper de toi. Elle tend la main et caresse ta joue brûlante. Sentant la chaleur de ton visage. Comme attirée par quelque chose. Elle colle son visage au tien et se frotte contre ta joue. Son expression se tordant progressivement. Elle est complètement absorbée. Après un long moment, elle se relève à contre-cœur, caressant sans cesse tes cheveux, comme pour endormir un enfant. Elle dit doucement, Yann, tu es si sage. Quelle récompense devrais-je te donner?
Elle semble avoir soudainement une idée. Ses yeux s'illuminent. Tu dois avoir faim. Laisse-moi te donner quelque chose de bon à manger. Elle prend rapidement un morceau de pain dans la cuisine. En mord un petit bout. Le mâche délicatement. Et garde les miettes de pain sur sa langue. Song Wens. Fixe tes lèvres qui tremblent légèrement au rythme de ta respiration. Une excitation inexplicable monte en elle. Elle s'approche. Fascinée. Prête à te donner le pain de sa bouche. Mais à ce moment-là, son téléphone sonne brusquement. Elle sursaute à cause de la sonnerie soudaine. Le pain sur sa langue tombe directement par terre. Elle reste figée pendant quelques secondes. Son visage s'assombrit instantanément. Elle maudit intérieurement qui est assez stupide pour me déranger à un moment pareil. Elle ignore l'appel. Mord une autre bouchée de pain. Prête à recommencer. Le bruit de la sonnerie te fait te retourner dans ton sommeil. Tournant le dos à Song Wens. Le plan de Song Wens tombe complètement à l'eau. Elle tend la main pour te retourner. Mais a peur de te réveiller. Après une longue hésitation, elle abandonne. Les coins de sa bouche tremblent. Elle sort de la chambre avec un visage renfrogné. Elle sort son téléphone avec un air contrarié. Allô? Sa voix est complètement apathique. Wens. Tu es à la maison. La voix douce de la mère de Song se fait entendre à l'autre bout du fil. H.M. Répond-elle d'une voix toujours aussi lasse. Qu'est-ce qui ne va pas? Wens. Tu ne te sens pas bien? Ou as-tu eu un problème? Non. Le silence s'installe à l'autre bout du fil. Soudain, la voix du père de Song se fait entendre. Ce ne serait pas Guyane qui t'a embêté? Pas encore. Elle fait la moue et murmure Guyane est le meilleur avec moi. Bien que sa voix soit très basse. Le père et la mère de Song l'entendent très clairement. La mère de Song ne peut s'empêcher de rire. Tu ne serais pas avec Guyane en ce moment. Song Wens ne s'attendait pas à ce qu'on devine ses pensées. Son visage devient rouge comme une tomate. Homme. Il est dans ma chambre. Alors c'est ça. La mère de Song rit d'un air entendu. On dirait qu'on vous a dérangé. Quoi? Le père de Song bondit en entendant cela. Ce gamin n'est pas du tout sage. Comment ose-t-il venir chez toi? Attends que je le voie. S'il ne faut pas que je prenne des ciseaux pour le... À quoi tu penses? Song Wens grogne de honte. Elle explique rapidement la situation. En entendant cela, le père et la mère de Song sont stupéfaits. Pas étonnant que nous n'ayons pas pu les contacter ces derniers jours. La famille Bu est vraiment quelque chose. S'ils ont des problèmes, ils ne savent même pas nous demander de l'aide. Et si tu as mené Guyane vivre chez nous ces quelques jours, il n'est pas aussi à l'université de la Cité Magique. Comme ça, vous vous tiendrez compagnie. Et Guyane n'aura plus à se soucier de joindre les deux bouts. Vraiment. C'est possible? La voix de Song Wens pétille de joie. Regarde-la. La mère de Song jette un coup d'œil amusé à son mari, qui a le visage sombre à côté d'elle. Tout à l'heure, elle n'avait aucune énergie. Dès qu'elle a entendu que Guyane pouvait venir vivre ici, elle est devenue toute excitée. Mais Guyane, il n'acceptera pas. Song Wensi soupire. Il est très fier. Il est impossible qu'il vienne vivre chez nous sans rien payer. Et s'il découvrait ma véritable identité, il ne voudrait probablement plus me fréquenter comme ça. Song Wens le sait très bien. Si tu apprenais qu'elle est en réalité une grande héritière, il y aurait certainement une barrière entre vous deux. Ah, vous deux. Vous me donnez mal à la tête. Guyane. Vraiment. Il est parfait en tout. Sauf qu'il est aussi rigide qu'un piquet. La mère de Song secoue la tête. Impuissante. Ton identité finira par être révélée. Tu ne peux pas continuer à faire semblant devant lui éternellement. N'est-ce pas? Pas pour l'instant. En tout cas, Song Wensi serre les dents. Parfois, elle a vraiment envie de t'ouvrir la tête. Pour voir s'il y a vraiment du bois à l'intérieur. Elle décide de continuer à cacher la vérité. Jusqu'à ce que votre relation soit confirmée. Avant de te dire la vérité. Et si on faisait comme ça? J'achète une villa près de l'université de la Cité Magique. Et je lui dis que je veux la partager avec lui. Je lui demanderai un loyer symbolique. Il ne devrait pas se douter de ton identité. Et cela satisfera son orgueil. Qu'en penses-tu? Les yeux de Song Wens s'illuminent. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. D'accord. Faisons comme ça. Je ne suis pas d'accord. Le père de Song tape du poing sur la table. Vivre ensemble. Un homme et une femme seuls. Qui sait ce que ce gamin pourrait faire? Le père de Song lève les yeux au ciel. Ne sommes-nous pas aussi à la Cité Magique? Au pire, on ira squatter chez eux tous les jours pour manger. Histoire de rassurer ce vieux père inquiet que tu es. Elle marque une pause. Elle sourit d'un air entendu. Et puis, Yann. Tu connais cet enfant. Il est très honnête. S'il se passait vraiment quelque chose, on l'attrape et on en fait notre gendre. Il ne pourrait même pas s'enfuir s'il le voulait. De quoi parlez-vous? Song Wensi fait semblant d'être en colère et fait la moue. On ne vend pas sa fille comme ça. Mais les coins de sa bouche se relèvent involontairement. Wens. Et si tu revenais à la Cité Magique demain? En venant plus tôt, tu éviteras à Guyane de souffrir dehors. La mère de Song termine en riant d'un air entendu.
Alors, je ne te dérange plus. Amuse-toi bien. Après avoir raccroché, Song-wen est de plus en plus excitée. Elle imagine déjà comment ils mangeront ensemble, iront à l'école ensemble. Elle n'a absolument pas remarqué que l'expression de son visage était devenue incontrôlable. Quand elle reprend ses esprits, elle s'essuie rapidement le coin de la bouche, un peu déçue. Dommage pour les caméras dans l'appartement loué. Maintenant, elles ne serviront plus à rien. Où suis-je? Tu ouvres les yeux et te retrouves dans une petite pièce sombre et délabrée. Tout est noir autour de toi. Tes mains et tes pieds sont solidement attachés à une chaise en bois chancelante. Plus tu te débats, plus les cordes se resserrent. Comme par magie, un rayon de soleil filtre à travers un ventilateur qui tourne et éclaire ton visage. L'ombre des pales glisse doucement sur ton visage, comme la main d'un abîme qui te caresse tendrement. Ce rayon de lumière éclaire aussi une autre silhouette à côté de toi. Papa, cries-tu. Comment es-tu arrivé là? Mais il fait comme s'il n'avait pas entendu. Le regard vide, fixé devant lui. Il ressemble à une statue sans vie. Papa, papa. Tu secoues ton corps avec force, déplaçant la chaise petit à petit vers lui. 5 mètres, 3 mètres. Au moment où tu allais toucher ton père, une ombre noire t'enveloppe soudainement, occultant le seul rayon de soleil. Une pression indescriptible t'envahit, comme si 1000 kilos pesaient sur toi. Tu perds l'équilibre et t'effondres lourdement sur le sol. Au secours. Papa, papa, papa. La pression, loin de diminuer, ne fait qu'augmenter. Les cordes qui te retiennent se resserrent à mesure que l'ombre s'étend. Les cordes se resserrent. Bientôt, toute lumière est engloutie. Ton monde plonge dans une obscurité totale. Pire encore, ta bouche et ton nez semblent obstrués. Ta respiration devient de plus en plus difficile. Ton instinct de survie te pousse à te débattre désespérément. Mais tes mains et tes pieds sont immobiles. Tu ne peux que secouer la tête frénétiquement, essayant de te débarrasser du poids qui t'écrase. En ce moment, tu es comme un noyé, essayant désespérément de remonter à la surface. Mais une main invisible semble te tirer vers le fond. Vais-je mourir ici? Cries-tu intérieurement. Non, je ne peux pas mourir. Et papa, tu regardes autour de toi, effrayé. Il n'y a plus aucune trace de ton père. Tout ce qui t'entoure est comme une illusion, une bulle de savon, qui éclate en morceaux. Je ne peux pas mourir. Mais tous tes efforts sont vains. Tu as l'impression de sombrer dans un abîme sans fond. Ta vision se brouille progressivement. Puis tu ouvres brusquement les yeux. Une force soudaine te fait bondir du lit, projetant Song-wen, qui était allongé sur toi. Au loin. Dong. Song-wen atterrit lourdement sur le sol, les 4 fers en l'air, poussant un cri de douleur. Assis sur le lit, tu haleines bruyamment. Tu as failli suffoquer dans ton rêve. Comment as-tu pu faire un rêve aussi absurde et pourtant si réel? Proprio. Pourquoi dors-tu par terre? En regardant Song-wen à terre, tu es perplexe. Song-wen se relève lentement du sol, arrange ses cheveux. La rougeur de son visage n'a pas encore complètement disparu. Elle s'essuie le coin de la bouche avec sa manche, et dit, un peu gênée, ce n'est rien. Je viens de tomber. Elle ne te dira jamais qu'elle vient de t'embrasser de force pendant que tu étais inconscient. C'est vrai? Tu plisses les yeux et la fixes. Son regard fuyant. Alors, c'est quoi ça? Tu ramasses quelques cheveux blonds sur la couette. C'est mon lit. C'est normal qu'il y ait mes cheveux dessus. Mais pourquoi y en a-t-il aussi sur mon visage? Tu retires encore quelques cheveux blonds de ton visage. Je voulais vérifier la température de ton front, pour voir si ta fièvre avait baissé. Alors j'ai collé mon front contre le tien. Juste un petit peu. Ah, d'accord. Tu trouves ça un peu logique. Mais tu sens que quelque chose cloche. Ton rhum va mieux? Demandez-vous en même temps. Ah, ça va. Je vais bien. Elle se tortille légèrement, les yeux baissés vers le sol. Un doigt joue nonchalamment avec une mèche de ses cheveux. Tu hoches la tête. Moi aussi. Ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, depuis combien de temps est-ce que je dors? Tu jettes un coup d'œil à l'horloge murale et retiens ton souffle. Tu as passé presque une journée entière au lit. Song-wen t'apporte un verre d'eau chaude de la table de chevet. Elle te regarde en souriant. Je me suis occupée de toi toute la journée. Tu l'observes. De fines perles de sueur perlent sur son front, comme si elle venait de faire un effort intense. Elle a dû se fatiguer comme ça pour s'occuper de moi. Tu prends l'eau chaude, un peu émue. Ensuite, elle commence à parler de partager un logement avec moi. Tu n'y réfléchis pas plus que ça. Tu hoches la tête. C'est une bonne idée. Vivre avec un bon ami. On pourra s'entraider. Et puis, comme vous êtes dans la même université, allez en cours ensemble tous les jours. C'est pas mal non plus. Tant que tu n'es pas dans la même chambre que Song-wen. Ça ira. Alors, c'est décidé. On part demain. Voyant que tu ne refuses pas. Elle est si excitée qu'elle pourrait sauter de joie. Mais que fait-on ce soir? Demandes-tu. J'ai oublié de te le dire.
Cette villa n'a qu'une seule chambre. Donc, tu ne peux dormir qu'ici. Tu la regardes d'un air méfiant. Tu fronces les sourcils. Et tu n'as pas encore la main levée. Je dois encore m'occuper de toi. Ce soir, tu devras te contenter de passer une autre nuit dans cette chambre. D'accord. Tu prends une couverture et l'étends par terre, te préparant à dormir sur le sol. Song Wensi observe tes faits et gestes. Un sourire malicieux aux lèvres. Petit Yanzi. Dormir seul. C'est si ennuyeux. Mademoiselle vous autorise à partager son lit. Tu lèves les yeux au ciel. Si tu me tourmentes encore une nuit, demain, je ne pourrai plus du tout me lever. L'appartement que tu as loué et en fait une villa. Arrivé à la cité magique, tu restes bouche bée devant la villa de 3 étages. Oui, c'est ça. Elle hoche la tête. C'est très proche de l'école. On y est en 10 minutes. Voyant ton inquiétude, elle s'empresse d'expliquer: ne t'inquiète pas pour le loyer. C'est la maison d'un ami de mes parents. Elle était vide et personne ne la louait. Quand ils ont su qu'on voulait y vivre, ils nous ont fait un prix très bas, en louant avec moi. Tu m'as vraiment rendu un grand service. J'économise la moitié du loyer. En entendant cela, ton fardeau s'allège considérablement. Tu suis Song Wensi dans la villa. Dès que Song Wen s'entre, elle se jette sur le canapé en se plaignant: je suis morte de fatigue. Elle est allongée sur le canapé. Ses jambes s'agitent encore nerveusement. Ses chaussons volent. Un à l'est, un à l'ouest, manquant de peu de heurter la télévision. Fatiguée, tu te regardes, les mains chargées de tous ses bagages, et les coins de ta bouche se contractent. Impuissant, proprio, ne sois pas paresseuse. Lève-toi et va ranger tes bagages. Non, tu n'as qu'à le faire pour moi. Ta chambre, tu ne la ranges pas toi-même? Un sourire malicieux se dessine sur tes lèvres. Tes mains se dirigent vers ses points faibles. Tu te lèves ou pas? Tu te lèves ou pas? Tu attaques habilement ses aisselles. Non, je me suis trompée. Song Wens, riant aux éclats, implore pitié. Je vais ranger ma chambre moi-même. Tu l'aides à porter ses bagages jusqu'à la porte de sa chambre. Tu lui donnes quelques instructions. Range ta chambre d'abord. Je sors un moment. Je ne rentrerai peut-être pas ce soir. Si tard. Où vas-tu encore? Elle est un peu perplexe. Tu soupires profondément. Je vais chercher un petit boulot. Si j'ai de la chance, je pourrais gagner de l'argent ce soir. Wen Yan. Les yeux de Song Wens brillent d'une lueur complexe. D'accord. Alors, ne rentre pas trop tard. En regardant ton dos s'éloigner, Song Wensi esquisse un sourire. Mon chéri, comment pourrais-je te laisser aller travailler? Sur ce, elle passe un appel. Après avoir raccroché, elle ouvre un compartiment secret de sa valise, sort une caméra et se dirige vers la chambre voisine. Mon chéri, vu comme je suis gentille avec toi, tu peux bien me donner une petite récompense, n'est-ce pas? Bien sûr. Mon petit frère vit dans une si grande villa. La nuit, Guting te ramène à la villa en moto. En effet, après avoir passé toute la nuit à chercher un petit boulot sans succès, tu es tombé par hasard sur ta cousine que tu n'avais pas vue depuis longtemps. Guting, la fille du frère de ton père. Dans tes souvenirs, ta cousine est venue à la cité magique après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle s'est débrouillée seule. Tu ne la voyais que pendant le nouvel an. Quand tu étais petit, elle te harcelait souvent. Bien que tu sois fort et robuste, la pression de la lignée sanguine te faisait perdre à chaque fois contre elle. C'est pourquoi tu lui as donné le surnom de démon. Elle s'apprête à te dire au revoir. Tu regardes l'heure et la retiens. Il se fait tard. C'est dangereux. Et si tu passais la nuit dans ma chambre? Je te laisse le lit. Je dormirai par terre. Bâillant sans cesse. Elle agite la main. D'accord. Mais tu dors où tu veux. Je peux me contenter du canapé. Sur ce, elle entre dans la maison avec toi, traînant son corps fatigué. Proprio doit déjà dormir. À 7 heures, tu fermes la porte sur la pointe des pieds et montes les escaliers sans faire de bruit. Soudain, une voix douce et plaintive se fait entendre du 2e étage. Tu rentres si tard. Song Wensi, vêtu d'un pyjama à l'effigie d'un ourson, sort la tête, les yeux encore ensommeillés. Sort Guting. Elle aperçoit Guting et ses yeux s'illuminent. Puis un large sourire éclate sur son visage. Wens, comment se fait-il que tu vives avec ce garçon? Nous avons été admis dans la même université. Alors, Song Wens, rougissante, bafouille. Guting esquisse un sourire entendu. Elle avait depuis longtemps deviné les sentiments de cette fille. Elle retrouve instantanément son entrain. Alors, quelle est votre relation maintenant? Quelle relation? Tu bâilles et lèves les yeux au ciel. Sœur, va vite dormir. Demain, j'irai chercher du travail avec toi. Et toi, proprio, tu ne dors pas à cette heure? Crois-tu que je ne vais pas le dire à ta tante? Song Wensi t'attrape directement par le bras. Je t'attendais. Sur ce, elle se dirige vers sa chambre. Proprio, qu'est-ce que tu fais? Je suis épuisée. Lâche-moi vite. Non, j'ai peur du noir.
Je ne peux pas dormir. Song Wens prend un air pitoyable. Et te supplie d'une voix câline. Continue de faire semblant. Tu lui lances un regard noir. Song Wens fait un clin d'œil à Guting. Guting comprend immédiatement. Elle se faufile dans ta chambre. Sœur, j'ai soudainement envie de dormir dans un lit. Sur ce, clic. Elle verrouille la porte. Sœur, tu réalises que quelque chose ne va pas. Oh, sœur Guting doit être fatiguée aussi. Et si on la laissait se reposer tranquillement? Une lueur de malice brille dans les yeux de Song Wens. Elle ferme la porte de sa propre chambre. Je suis à bout avec vous deux. Tu t'avoues vaincu et t'affales sur une chaise dans sa chambre. Elle te regarde en souriant. Alors, comment s'est passée ta recherche de petit boulot aujourd'hui? En pensant aux événements de la soirée, tu ne peux t'empêcher de soupirer. Rien. Demain, il faudra que j'aille chercher plus loin. Tu lui racontes en détail la série d'événements étranges de la journée. Owen Yan. Song Wens fronce les sourcils. Le sourire sur son visage disparaît progressivement. Elle écoute tes plaintes incessantes. La tête baissée. Sans qu'on sache à quoi elle pense. Une demi-heure plus tard, tu ne peux finalement plus résister à la fatigue. Et t'endors directement sur cette chaise. Mon chéri, tu t'es enfin endormi. J'avais hâte. Song Wen se lève. La tête. Un sourire plein de sous-entendus se dessine sur ses lèvres. Elle te met au lit. Dors bien. Je viendrai te rejoindre tout à l'heure. Pour l'instant, je vais m'occuper de ces salauds qui t'ont harcelé. Elle te borde. Sort son téléphone et passe un appel. Zut. Zut. Pourquoi ces deux-là ne font-ils aucun bruit? Dans la chambre voisine. Elle n'arrête pas de se coller au mur pour écouter ce qui se passe de l'autre côté. Ce n'est vraiment pas drôle. Elle soupire. Impuissante. Dans son cœur. Vous étiez censés être ensemble depuis l'enfance. Un couple de rêve. En tant que fan inconditionnelle de ce couple, elle doit s'en mêler davantage. Non. Il faut que j'aille voir ce qu'ils font. À l'idée de pouvoir insister à cette scène. Le sang de Ting ne fait qu'un tour. Elle en a déjà oublié sa fatigue. Elle s'approche sur la pointe des pieds de la porte de la chambre de Song Wens. La lumière de la chambre filtre à travers la fente de la porte. Tiens, on n'éteint pas la lumière pour un rendez-vous? Elle s'interrogeait. Quand soudain une voix glaciale se fit entendre. À partir de demain, je ne veux plus entendre parler de la famille Ai dans la cité magique. Et amenez-moi le jeune maître de la famille Ai. J'ai mes propres plans pour lui. Quoi? C'est la voix de Wens. Comment est-elle devenue si autoritaire tout d'un coup? Guting écarquille les yeux. Cette voix est complètement différente de la Song Wens qu'elle connaît. Elle dégage une autorité inexplicable. Son esprit s'emballe. Attends. La famille Song. Les 4 grandes familles. Une vérité prend progressivement forme dans son esprit. Mon petit frère. Mon petit frère. Tu as pêché un très gros poisson. Si je te suis à l'avenir, je n'aurai plus à m'inquiéter de manger à ma faim. Alors que Guting rêvait encore. La voix séduisante de Song Wensi retentit de nouveau dans la chambre. Suyan. Je t'ai encore rendu un grand service. Alors, ne devrais-je pas te demander une petite récompense? Owen Yan. Le coin de la bouche de Gu Tinting se relève aussi. Elle voudrait pouvoir se transformer en chewing-gum pour se coller à la porte. Dans la chambre, Song Wen se penche, colle son visage près du tien et inspire profondément. Elle respire. Mon chéri, tu passes toujours tes journées dehors. Pour éviter ce genre de panne de batterie, je vais prendre quelques piles pour m'en servir. Bientôt. Avec un bruit de déchirement, un morceau de tissu apparaît dans la main de Song Wensi. Dehors, Ting entend ce bruit et s'imagine 1000 scénarios. Ses yeux brillent d'une lueur dorée. Ouah, c'est si intense. Après quelques bruissements, Song Wens, sans le moindre remords, range soigneusement ses trophées. Soigneusement. Puis elle en sort de nouveau et t'aide à te changer. Tu es trop fatigué. En plus, ses gestes sont experts. Tu ne t'es pas réveillé pendant tout le processus. Soudain, un grand bang brise le silence. Song Wen se retourne brusquement. Guting est assise par terre, se frottant les fesses endolories par la chute. Elle était si absorbée par ce qu'elle entendait, qu'elle s'est appuyée trop fort et a cassé la serrure de la porte. Leurs regards se croisent, puis se détournent en même temps. Guting rit, gêné. Je faisais une crise de somnambulisme. Désolée de vous déranger. Elle se retourne pour partir, mais ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Attends, comment se fait-il que Guyan dorme? L'esprit de Guting s'emballe. Alors, le bruit de déchirement de tout à l'heure n'a pas été causé par Guyan. Le Guyan endormi est la victime. Alors Song Wens. Elle. Tu sais tout. Maintenant? Song Wensi baisse la tête. Sa voix est faible comme un moustique. Probablement. Guting regarde ailleurs. Gêné. Homme. La tête de Song Wensi est sur le point d'exploser. En faisant ce genre de choses, elle a été découverte par ta cousine. S'il lui disait, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai absolument rien. Guting lève la main et jure. Non.
Non, non. Il ne faut pas que Guyane le sache. Song Wensi marmonne pour elle-même. La température de la pièce chute brusquement. Le chauffage semble avoir perdu de son efficacité. La sueur perle sur le front de Guting. Elle dit d'un ton sérieux: Wens. C'est en fait assez normal. Vous vous entendez si bien. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour toi. Je ne te trahirai jamais. Non, non. Song Wens est comme un disque rayé. Même si tu as des penchants un peu particuliers, je vous soutiendrai tous les deux. Guting essaie de la raisonner. Non, non. Voyant qu'elle est complètement ignorée, Guting fronce les sourcils et agite la main devant elle. Il ne faut absolument pas que mon chéri le sache. Song Wens lève soudainement la tête. Son regard vide fixe Guting. Un sourire étrange se dessine au coin de ses lèvres. Elle ramasse les ciseaux par terre et se lève. Tap, tap, tap. Elle marche pieds nus sur le plancher en bois, se rapprochant pas à pas. Elle marmonne ton nom de manière indistincte. C'est la fin. Wens a complètement perdu la raison. Elle est complètement différente de la fille douce et adorable qu'elle est d'habitude. Guting a un frisson. Elle recule pas à pas. Que faire? Que faire? Il faut fuir. Vite. L'esprit de Guting tourne à plein régime. Elle se retourne et se précipite dehors. Le bruit de pas tape, tape, tape la suit sans se presser. Guting dévale les escaliers, se dirigeant droit vers la porte d'entrée. Il faut d'abord sauver sa peau. Sinon, aujourd'hui, elle risque d'y rester. Arrivée devant la porte d'entrée, Guting tourne frénétiquement la poignée. Mais la porte ne bouge pas d'un pouce. Maudite porte. Ouvre-toi. Guting jette un coup d'œil en arrière. Song Wens est déjà en bas des escaliers. Ses pupilles roses brillent d'une lueur étrange dans l'obscurité. Elle s'avance lentement vers elle. Ah, la fenêtre. Guting trébuche et tombe par terre. Elle rampe jusqu'à la baie vitrée. Elle secoue la poignée qui grince. La fenêtre est rouillée et ne s'ouvre plus. Song Wens se rapproche de plus en plus. Il ne reste plus que 3 pas. Ting. Assise par terre, à les yeux remplis de terreur, elle recule petit à petit, jusqu'à ce que son dos touche le mur. Plus de retraite possible. Les ciseaux dans la main de Song Wens tracent une lueur froide dans l'air. Elle les serre fermement en prise inversée. Le désir de survivre permet à Ting de surmonter sa peur. Elle fixe les ciseaux dans la main de Song Wens. Au moment où elle frappe, ses 2 mains attrapent directement celles de Song Wensi. Song Wens, d'apparence si fragile, est comme transformée en ce moment. Elle déploie une force surhumaine. Guting serre les dents et résiste. Mais il est évident qu'elle ne tiendra pas longtemps. Tout en forçant. Song Wens marmonne. Marmonne pour elle-même. Bien qu'on ne puisse pas l'entendre clairement. Le nom de Guyane revient sans cesse sur ses lèvres. C'est vrai. Guyane. Guting a une révélation. Tout à l'heure, elle ne pensait qu'à fuir. Et a oublié le point le plus crucial. La raison de la folie de Song Wens n'est-elle pas de cacher son vrai visage à Guyane? Guting tente le coup. J'ai des photos de Guyane quand il était petit. Song Wens semble ne pas avoir entendu. Ses yeux sont vides, mais fixés sur Guting. Non, non. Ils sont amis d'enfance. Les photos de Guyane enfant n'ont aucune attraction pour elle. Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Attends. C'est une yandere? Guting a un éclair de génie. Elle crie: j'ai les caleçons de Guyane. Peu importe. Pour sauver sa peau, il faut d'abord mentir. Les mouvements de Song Wens s'arrêtent brusquement. Une lueur étrange brille dans ses yeux. Les caleçons de Guyane. Et les yeux de Guting s'illuminent. Elle s'accroche à cette bouée de sauvetage. Tous ces caleçons sont chez moi. Guting récite comme une liste de courses, énumérant tout ce à quoi elle peut penser. Et il a dit qu'il t'aimait plus que tout. Cette phrase de Guting est comme une encre, stabilisant complètement l'esprit de Song Wens. Et moi aussi. J'aime Guyane plus que tout. Les ciseaux tombent par terre avec un cliquetis. Song Wens, comme si ses batteries étaient épuisées, s'effondre et s'endort. Guting est affalé contre le mur, les larmes aux yeux. Qui aurait cru que la petite fille qui l'appelait gentiment sœur d'habitude était en secret une guerrière à la force explosive? Mon petit frère, tu as de la chance. Guting se relève après un long moment. Elle porte Song Wens dans sa chambre. Elle jette un coup d'œil aux deux endormis et secoue la tête avec un sourire amer. Finalement, elle trouve l'interrupteur de la porte d'entrée dans la maison et s'enfuit sur sa moto sans oser se retourner. Le lendemain, la lumière du matin traverse les rideaux et caresse ton visage. Tu ouvres les yeux, encore à moitié endormi. Pour une fois, tu profites du luxe de te réveiller naturellement. Sans surprise, Song Wens est encore enroulé autour de toi comme une pieuvre, t'empêchant de bouger. Mince. Aujourd'hui, je dois encore chercher un petit boulot. Te rappelant soudain de cela, tu te libères avec force de son emprise. Sur la pointe des pieds, tu t'approches de la porte de la chambre voisine. Sœur, tu es réveillée? Cries-tu timidement. Aucune réponse. Ma sœur ne serait pas partie toute seule.
Tu sors ton téléphone pour l'appeler. Tu vois alors un message datant d'1 heure du matin. Tu restes pensif un instant. Ma sœur est partie pour une urgence. À la prochaine. N'oublie pas de venir me voir après la rentrée. Wen, c'est une fille très gentille. Entends-toi bien avec elle pendant l'université. Et surtout, ne la mets pas en colère. D'accord? Et surtout, vise bien. En lisant ces messages, tu n'y penses pas plus que ça. Tu envoies un message à Song Wen, ses sœurs. HM, pourquoi y a-t-il autant de monde là-bas? Muying, Muying, je t'aime. Une foule de fans scandent en chœur le nom de leur déesse. Ils n'hésitent pas à lui déclarer leur amour. Alors que plusieurs mébaches noires s'approchent au loin, un cri éclate soudain dans la foule. Ça y est, c'est le convoi de Yan Muying. La foule de fans s'enflamme. Les cris fusent de toutes parts. En entendant cela, tes yeux s'illuminent. Tu es aussi un de ses plus grands fans. Tu ne t'attendais pas à ce qu'en cherchant un petit boulot aujourd'hui, tu tombes par hasard sur elle en repérage. Tu te faufiles toi aussi dans la foule, espérant pouvoir voir Yan Muying en personne. Le convoi s'arrête lentement devant le théâtre central. Au moment où la portière est ouverte par un garde du corps, une pluie de pétales de lys jaillit du toit ouvrant, accompagnée des pétales. Yan Muying, vêtue d'une robe blanche, descend élégamment de la voiture. Elle salue la foule en souriant. En voyant Yan Muying entourée de pétales, tu restes figé un instant. Sur les photos, elle était déjà magnifique. Mais en personne, elle est encore plus éblouissante. Ce n'est que lorsque Yan Muying, escortée par les gardes du corps, entre dans le théâtre, que tu reprends tes esprits. Mince. Comment ai-je pu oublier de prendre une photo? Une idée folle te traverse alors l'esprit. Tu fais le tour du théâtre pour l'observer. Puis tu t'arrêtes près d'un mur d'enceinte. Parfait. Il n'y a pas de garde ici. Tu recules de quelques pas, prêt à prendre ton élan pour escalader le mur. Yan Muying. J'arrive. Mais à ce moment-là, une voix de fille retentit soudain derrière toi. Pris de panique, tu sursautes. Ton pied gauche se prend dans ton pied droit. Et tu t'étales de tout ton long. Toi. Ça va. Elle t'aide à te relever. L'air inquiet. Tu distingues la personne qui est venue. C'est une fille avec des lunettes de soleil et une écharpe. Son visage est en grande partie caché. Tu ne peux pas bien voir à quoi elle ressemble. Tu poussettes tes vêtements. Tu demandes d'un air détaché, vous avez un problème? Non. Non. Je voulais juste vous demander si vous êtes un fan de Yan Muying. Tu hoches la tête pour confirmer. Sa voix trahit une pointe d'excitation. Alors, c'est super. Pourriez-vous me rendre un service? Elle se tourne sur le côté et désigne le mur. Pouvez-vous m'aider à passer de l'autre côté? Tu comprends? Tu refuses catégoriquement. Certainement pas. Tu la dévisages de haut en bas. Tu es aussi une fan de Yan Muying. Elle hoche la tête. Bien sûr. En entendant cela, tu prends un air sévère. Je comprends tes sentiments. Tu veux entrer pour prendre des photos en douce. C'est ça? Mais ce n'est pas moral. Premièrement. Deuxièmement. Et enfin. Alors je te conseille d'abandonner cette idée. Elle baisse la tête, les mains sagement jointes devant elle. Elle dit d'une petite voix pleine de regret, je peux vous dédommager. Et je ne prendrai pas de photos en douce. En entendant cela, tu t'énerves encore plus. Suis-je ce genre de personne? Plus que l'argent. J'espère que tu retrouveras le droit chemin. Comme l'a dit un grand homme. Une bonne moralité vaut plus que tout l'or du monde. 100 yuan. Ça suffit. La vertu est comme l'or. Elle vaut plus que 1000 onces. Et 1000? Un cœur vertueux vaut plus que la richesse. Et 100 000. Alors, l'argent est un échange matériel. La beauté est limitée et éphémère. Une bonne moralité. C'est ça qui. Attends. Combien? Elle se recroqueville devant toi. Ce n'est pas assez? Je peux encore ajouter. Tu lui jettes un coup d'œil. Et dis d'un ton sentencieux, souviens-toi. C'est la dernière fois. Sur ce, tu t'es déjà approché du mur et tu t'es penché. Allez, monte. La fille rougit instantanément. Elle hésite. Très mal à l'aise. Mademoiselle. Dépêche-toi. Ce serait gênant si quelqu'un nous voyait. Insistes-tu? Elle s'approche de toi en hésitant. Et pose ses mains sur tes épaules. Tremblante. Ses bras s'enroulent autour de ton cou. Tiens-toi bien. Tu te relèves lentement en lui rappelant. Ah. Alors que tu te déplaces. La fille sur tes épaules pousse des cris, attirant les regards désapprobateurs des passants. Tu fermes les yeux. Désespéré. Pour ces 100 000 yuan. Tu as vraiment tout donné. Finalement. Après bien des efforts. Vous avez tous les deux réussi à passer de l'autre côté du pont. En pensant à ces 100 000 yuan, tu ne peux t'empêcher de sourire. Je t'ajoute sur WeChat. Je te transfère la récompense. Sur ce, la fille sort son téléphone. Mais la seconde suivante, en regardant le message de vérification sur son téléphone, elle reste pensive. Tu es toi aussi abasourdi. La photo de profil et le pseudo sont bien les tiens. Mais le message d'alerte rouge en dessous te laisse toi aussi sans voix.
Échec de l'envoi de la demande d'amis. Le contact vous a ajouté à sa liste noire. Mais est-ce que je la connais? Bizarre. Tu n'as absolument aucun souvenir. Tu tournes autour d'elle. On se connaissait avant. Mais tu as rapidement la réponse au fond de toi. Cette personne est définitivement une vendeuse. Tu dis. Ta famille est si riche. Pourquoi t'obstines-tu à faire un travail de vente aussi ingrat? Tu commences un sermon moral d'un ton sentencieux. Elle reste silencieuse, te regardant fixement. Soudain, 2 filets de larmes coulent dessous ses lunettes de soleil. En voyant ça, tu paniques un peu. Ah, désolé. Je vais tout de suite te retirer de ma liste noire. Sur ce, tu prends l'initiative de l'ajouter. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ne le prends pas personnellement. En fait, j'ai aussi fait de la vente. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais elle pleure encore plus fort. Dessous son écharpe, s'échappent des sanglots intermittents. En voyant cela, tu fermes les yeux. Désespéré, tu serres les dents et dis d'une voix étouffée cette fois. C'est ma faute. La récompense. Je n'en veux plus. Sur ce, tu te retournes pour partir. Mais un pied te retient fermement. Sa voix en pleurs se fait entendre. Tu ne veux toujours pas me pardonner? Tu te retournes et vois son visage à moitié couvert de larmes. Je t'ai enfin trouvé. Sais-tu depuis combien de temps je te cherche? Depuis l'école primaire. J'ai toujours voulu te voir en personne. Sur ce, elle ouvre les bras pour t'enlacer. Tu recules brusquement et mets de la distance entre vous. Cette technique de vente est trop agressive. Elle te traque depuis l'école primaire jusqu'à maintenant. Rien que d'y penser, ça donne la chair de poule. Tu fouilles dans tes poches et ris, gêné. Je suis sortie chercher du travail aujourd'hui. Je n'ai vraiment plus d'argent maintenant. Si tu me suis, je ne ferai que te ralentir. Les joues de la jeune fille rougissent. Elle renifle doucement. Ce n'est pas grave. Je te suivrai toute ma vie. Tu considères ces paroles comme un délire. Agite la main et te prépare à t'éclipser. Si ça ne vous dérange pas, je vais y aller. Amusez-vous bien. Passez une bonne journée. Mais elle t'attrape le bras et ne le lâche plus. Non. Si tu pars, tu dois m'emmener avec toi. Ton cœur se serre. Elle ne va plus te lâcher. Profitant de son moment d'inattention, tu retires brusquement ta main. Tu sautes par-dessus le mur d'un bond. Et tu t'enfuis sans te retourner. La fille reste sur place. Elle reste figée un instant. La rougeur de son visage s'intensifie. Mais les larmes coulent à flot. Comme si elles étaient gratuites. Non. Muying l'a enfin trouvé. Elle ne peut plus le laisser partir. Muying. Tu peux le faire. Attrape-le et. Elle semble réciter une incantation. Un sourire étrange se dessine lentement sur ses lèvres. Je ne te laisserai plus disparaître de mon monde. Tout en courant. Tu baisses la tête. Supprime l'ami que tu viens d'ajouter. Le bloque. Après avoir vérifié que tout était en ordre, tu remets ton téléphone dans ta poche. Satisfait. La seconde suivante. Bang. Tu te cognes contre un poteau électrique. Tu vois des étoiles pendant un instant. Tu te tiens le front qui saigne. Et tu es obligé de t'asseoir sur une marche en pierre au bord de la route pour te reposer. Tu te dis qu'elle ne peut pas te rattraper. Tu es blessé. Comment ça se fait? Une voix douce flotte dans le vent froid, mêlée à un parfum subtil de lys. Ce n'est rien. Je n'ai pas regardé où j'allais et je me suis cogné. Réponds-tu, encore étourdi. Ah, d'accord. Laisse Muying te penser. Avec le bruit d'un tissu qui se déchire, une paire de petites mains douces passe par derrière et s'enroule autour de ton visage. Elles enroulent un bandage. Tour après tour. Tu fermes les yeux. Confortablement. Merci beaucoup. Tu as le même nom que ma chanteuse préférée. Alors, tu aimes beaucoup Yan Muying. Sa voix tremble soudainement. Alors, j'ai une question que je ne comprends pas bien. Elle se penche et se rapproche de ton oreille. Alors, pourquoi t'es-tu enfui? Tes pupilles se contractent brusquement. Tu tournes la tête pour regarder la personne. La fille a un léger sourire aux lèvres et fixe ton visage avec fascination. Ses lunettes de soleil cachent son regard, mais rendent ce visage, qui devrait être délicat et mignon, déformé, étrange. Ton cœur rate un battement, pas parce qu'elle te harcèle, mais par un frisson instinctif qui te parcourt le dos, te fait sursauter. Tu trébuches et tombes des marches en pierre. Elle reste immobile, tenant toujours une grosse branche d'arbre. Ton visage arbore ce même sourire étrange, comme si tu appréciais ta propre détresse. Tu déglutis, tu te forces à rester calme. Mademoiselle. Non. Grande sœur. Je me suis trompée. Vous vendez quelque chose? Une assurance? Pas de problème. J'achète. J'en achète une autre pour mon père. Si ce sont des cours en ligne, c'est encore mieux. Mes amis s'ennuient pendant les vacances d'hiver. C'est parfait pour leur faire passer le temps. Tant que vous me laissez tranquille. J'achète. J'achète. Ça ne suffit pas. C'est vrai? La fille se redresse, tapote légèrement ses lèvres avec son doigt, l'autre main soutenant sa joue. Son regard est un peu espiègle.
Et si je me vendais à toi? Elle se dandine timidement. Sa voix est douce comme si elle minaudait. Tu restes figé un instant. Ton cerveau se bloque. Attends. Tu as dit que tu vendais quoi? Moi-même. Bien sûr. Vraiment. Pourquoi faut-il que je le répète 2 fois? Sa voix s'affaiblit. Ses joues rougissent. Tu m'as fait attendre si longtemps. Sur ce, elle se met à sangloter. Emmène Muying avec toi. Quoi que tu fasses à Muying. Quoi que tu veuilles. Muying acceptera. Elle s'approche de toi en titubant. Enfouit son visage dans ton torse. Et moi, tout ce que je veux, c'est que tu aies pour moi la moitié de l'amour que j'ai pour toi. Voyant que tu ne réagis pas, son regard s'assombrit. Sa voix est si basse qu'on l'entend à peine. Muying est-elle trop gourmande? Alors, un tiers. Ça ira. Un cinquième. Un dixième. Juste un tout petit peu. Un tout petit peu d'amour. Ça suffira. Attends. Laisse-moi réfléchir. Ta tête est en désordre. Quelle est la situation? Maintenant? Ce n'était pas de la vente. Pourquoi me demande-t-elle soudainement de l'amour? J'en suis arrivée là. Ce jour-là. Après que tu m'as bloqué. Je t'ai cherché comme une folle. J'ai utilisé toutes mes ressources. Mais je ne connaissais même pas ton nom. Elle lève brusquement la tête. Une lueur violette brille sous ses lunettes de soleil. Elle rit en pleurant. Sans toi. La personne qui écoutait ma chanson et m'encourageait tous les jours. Je ne serais pas là aujourd'hui. Je peux me donner à toi. Et toi? Tu n'es même pas prêt à me donner un peu d'amour. Ses mains pressant fort sur son cœur. Ses doigts s'enfoncent. Comme si elle allait s'arracher le cœur. Soudain. Elle forme un poing et frappe violemment ta poitrine. Elle se jette sur toi.